Alors bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la didactique de la grammaire. Je me présente, je suis Francesca Sinotte, chargée de cours au département des sciences de l'éducation à l'UQTR et je vous présente Antoine Dumesme, qui est doctorant en sciences de l'éducation à l'UQTR, spécialiste lui aussi de la didactique de la grammaire et aussi chargé de cours. Bonjour Antoine. Salut! On a vu Antoine, pour ceux qui auront écouté la première capsule, on a parlé de controverses constructives. Et la controverse constructive amène un conflit cognitif. Priscilla, lors de la première capsule, nous avait expliqué que c'est comme un choc que l'élève peut vivre entre ce qu'il croit connaître et ce qu'est la réalité. Alors, avec toi, j'aimerais qu'on explore plus profondément ce que c'est le conflit cognitif dans l'enseignement de la grammaire. Comment tu peux nous expliquer tout ça? Je pense que même pour commencer, avant de parler de conflit cognitif, on va revenir un peu sur quand on enseigne la grammaire, qu'est-ce qu'on enseigne dans les faits? Pour des adultes, savoir c'est quoi un déterminant ou un nom, on a une idée, mais quand on arrive avec des élèves, c'est rien de tangible, on est dans l'abstraction. Je pense que Priscilla, dans la première série de capsules, disait que ça se promène pas dans la rue, là. Donc, déjà là, avoir un niveau d'abstraction pour des élèves, parce qu'on enseigne rien de concret. C'est pas comme, mettons, enseigner un carré. On peut le voir, on peut manipuler. Manipuler un déterminant, ça va être de l'écrit avec des définitions qu'on se donne. Donc, ce qu'on enseigne quand on enseigne la grammaire, c'est des notions, donc qui ont un nom. Hein, on parle de nom, de déterminant, d'adjectif. Il y en a même qui ont changé de nom en cours de route. Hein, il y a une raison pour qu'on ne parle plus de complément d'objet, direct ou indirect, mais qu'on parle de complément direct ou indirect. Puis à ces noms-là, on attribue des caractéristiques. Hein, le nom a des caractéristiques qui me permettent de les définir. Fait qu'on enseigne c'est quoi le nom pour la notion, puis c'est quoi les caractéristiques pour les reconnaître. Hein, quand j'enseigne le nom, j'enseigne qu'il est souvent après un déterminant, qu'on peut le remplacer par d'autres noms, qui est variable. Alors, plus je connais les caractéristiques de la notion enseignée, plus je suis en maîtrise de cette notion-là. Oui, sauf qu'il faut qu'on se rende compte que c'est pas toutes non plus les caractéristiques des notions qui sont efficaces pour être capable de les reconnaître dans des textes, d'être capable de justifier pourquoi c'est un nom, un déterminant ou un adjectif. Donc, il faut aussi se demander dans la panoplie de caractéristiques qu'on enseigne ou que les élèves intériorisent sans nécessairement qu'on l'enseigne. Il y a quelques années, on avait regardé sur la notion de phrase, puis il y a des élèves qui disaient qu'une phrase, c'était une ligne. Pas parce que ça avait été enseigné comme ça, parce qu'au tableau, quand on analyse une phrase, on la maintient sur une ligne parce que c'est plus facile pour faire les flèches puis écrire au-dessus et en dessous. On l'a jamais enseigné comme ça, mais c'est une caractéristique que les élèves ont associée à la notion phrase. Le verbe est une action. Ça fonctionne pour certains verbes, pas pour d'autres, puis pour des mots qui ne sont pas des verbes. Donc, il faut aussi qu'on choisisse c'est quoi les caractéristiques les plus efficaces pour être capable de reconnaître les mots. OK. Et donc, une fois qu'on arrive avec cette idée-là, mes élèves arrivent avec une conception, avec une notion. Puis moi, je dois aller voir, est-ce qu'ils ont les caractéristiques les plus efficaces pour les identifier? Puis sinon, on va aller faire un déséquilibre, on va aller faire le choc dont Priscilla parlait pour être capable ensuite d'aller préciser la notion qu'ils ont, les caractéristiques qu'ils devraient mobiliser, peut-être certaines caractéristiques à nuancer ou carrément si on est capable d'évacuer de leur définition parce qu'elle n'est pas utile. Alors, c'est ce qui fait ce conflit cognitif-là? Oui, c'est qu'on va aller voir, je le sais que mes élèves pensent que quand ils voient l'adjectif, ils pensent que c'est une qualité. Ça, c'est toujours sympathique parce que ça évacue déjà tous les défauts. Donc, le moindrement que je vais donner à l'élève un défaut, puis ça va vraiment être la seule chose qui fait en sorte qu'il ne l'identifiera pas comme adjectif. Donc, il va être placé après un nom. D'habitude, c'est sa place. Il va être variable. C'est normal aussi. On va pouvoir mettre très devant. C'est toutes des caractéristiques qui fonctionnent souvent pour des adjectifs. Il va se remplacer par d'autres adjectifs. Mais ça va être un défaut. Donc là, on a un déséquilibre parce que ce que moi, d'habitude, j'utilise pour l'identifier fonctionne pas, mais il y a plein d'autres caractéristiques qui fonctionnent. Donc là, qu'est-ce que je fais?
J'entre entre un choc entre la réalité, ceci est un adjectif, et la caractéristique que moi je considérais comme importante, efficace, qui était c'est une qualité. Alors, ce conflit cognitif-là que on retrouve dans la controverse Constructive. constructive dont on a parlé, va précéder lui aussi l'enseignement. Oui, parce que du moment que le conflit cognitif permet juste d'aller faire le déséquilibre, qui ouvre la porte après ça, aller faire un enseignement. Puis ben ça, si on ne prend pas cette opportunité-là, ben souvent ça va se refermer, puis on va rester avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît. On aime beaucoup mieux être en situation de stabilité dans nos connaissances que d'être confronté au fait que peut-être qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas la bonne conception, la bonne définition. Donc, ça va être le temps d'ouvrir la porte et de dire, ben, je le sais qu'en ce moment, vous vivez un conflit cognitif, vous avez un déséquilibre, mais voici, on va aller se donner des solutions. J'ai une réponse à ce déséquilibre-là. La norme, là. Oui, ça peut être quelque chose de normé, mais ça peut être aussi parfois juste des caractéristiques un peu plus efficaces que qu'est-ce qu'on a donné. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise définition qu'on donne, mais c'est pas la plus utile en ce moment avec nos élèves. OK. Puis, qu'est-ce que ça me donne, moi, comme enseignante, d'utiliser le conflit cognitif pour favoriser mon enseignement? Ça permet souvent d'aller justifier. On passe souvent à dire, ben, ça fait longtemps qu'on enseigne. On passe du primaire à la 5e secondaire à enseigner des mêmes notions grammaticales. On s'entend, on a un éventail limité de notions grammaticales. Puis pourtant, ben, rendu à l'université, on enseigne encore ces mêmes contenus-là. Puis si on enseigne avec les mêmes méthodes ou avec les mêmes mots, on dit, ben, nos élèves, ils apprennent pas plus. Ben, peut-être parce qu'on n'a jamais montré l'intérêt de ces nouvelles méthodes-là ou des nouvelles connaissances. Pourquoi j'apprendrais quelque chose de nouveau? C'est ce que j'ai déjà m'a permis la plupart du temps de fonctionner. Ça réussit, ça fonctionne. Je vais maintenir ça. Puis si je rate une fois sur 30, ça veut dire que j'ai quand même une bonne notion. D'accord. Le moindrement qu'on les envoie en conflit, ben on fait, ben regarde, finalement, il y a peut-être pas mal plus de cas de figure où ce que tu penses être correct fonctionne pas. Puis des fois, ça peut être tôt. Est-ce que... Moi, j'aimerais ça, là, que tu me donnes un exemple concret, là. Suscite-moi un conflit cognitif. Avec mes étudiants à l'université, des fois, on va réfléchir sur la notion de phrase. Sinon, ce que j'aime bien quand j'ai besoin juste rapidement qui se représente c'est quoi un conflit cognitif, dans leurs travaux universitaires, quand ils doivent me compter leur nombre de mots. Ouais. Puis là, monsieur, c'est une production écrite, c'est 500 mots. C'est comme, oui, fait compte-moi les mots. Puis là, ben, je compte-tu les L' ou pas? Aujourd'hui, il y a une apostrophe, c'est un mot, c'est 2 mots. Pomme de terre, c'est un mot, c'est plusieurs mots. Fait que déjà, juste là, ils se rendent compte que peut-être la représentation qu'ils avaient de Mot. c'est quoi un mot, elle fonctionne pas. Puis là, dans un petit cas de figure qui fait juste dire, ben, j'écris finalement 480 ou 500 mots selon ce que je vais avoir identifié. Puis là, ben, on peut leur dire, ben, regardez, voici une définition. En même temps, le mot comme la phrase, c'est difficilement définissable. Fait que là, ça se peut qu'ils n'arriveront pas à une réponse la plus satisfaisante à la fin. Mais sinon, dans les cours, on présente des élèves qui réfléchissent à une phrase, puis c'est de mémoire le lait cadeau vert. Puis l'élève dit que vert est un adjectif parce que c'est une couleur. Et il rajoute que toutes les couleurs sont des adjectifs sans exception. Ben là, en ce moment, ça, on le sait que c'est une représentation, c'est une définition fautive. On ne peut pas laisser le fait que l'élève, après ça, à chaque fois qu'il voit une couleur, va le considérer comme un adjectif, donc va chercher un nom pour l'accorder, va rajouter des marques qui peut-être n'ont pas à être là. Mais la semaine d'après, on pourrait reprendre une phrase similaire, mais là, vert va être un nom. Hein? Le vert du gazon. Puis là, ben, quand on va dire ben, c'est un adjectif, ça, ben, est-ce que ça fonctionne? Il ne se remplace pas par un adjectif dans ce cas-ci. Il ne s'efface pas s'il est complément du nom. Il y a un déterminant devant. Il se remplace par d'autres choses. Puis là, tu fais ben, c'est peut-être pas ça. Fait que je vais avoir suscité un petit conflit cognitif juste pour déséquilibrer cette caractéristique-là moins utile. Pour après ça, aller voir, mais non, regarde, l'adjectif, il devait répondre à plein d'autres caractéristiques autres que c'est une couleur. Ouais, d'accord. Je comprends l'aspect de manipulation qui est importante là-dedans. Là. Puis, en fait, l'enseignant,
lui, dans sa planification, comment il se positionne pour s'assurer qu'il y ait qu'il y ait ce conflit cognitif? Il faut d'abord, puis je pense que c'est ça, souvent le plus difficile, c'est de connaître suffisamment ses élèves pour voir leurs difficultés sont où. Fait que ça demande aussi des fois du temps de verbalisation, tu sais, faire parler les élèves en amont pour avoir, ben, c'est quoi les définitions qu'ils se donnent, c'est quoi les conceptions qu'ils ont sur les notions grammaticales, pour après ça faire un enseignement pour déconstruire, si nécessaire, ce qu'on veut qu'il soit déséquilibré pour, après ça, asseoir un nouvel enseignement. Fait que ça demande quand même une bonne connaissance de ses élèves puis de leurs connaissances. Ça demande une bonne maîtrise de la grammaire pour pas non plus susciter des conflits là où on veut pas ou là où on peut pas résoudre nous-mêmes. Oui, c'est ça, parce que on ne peut pas maîtriser l'ensemble des concepts de grammaire, mais on doit quand même choisir ceux avec lesquels on est capable de composer avec nos élèves. Oui, puis qui va quand même être intéressant qu'à leur niveau, on soit capable de les amener là, mais peut-être pas non plus trop loin parce que on va aborder des notions grammaticales avec lesquelles ils ont peut-être même pas encore des habiletés ou qui n'ont pas encore assez de compétences avec ces notions-là pour être capable de se débrouiller. Donc, il faut quand même aussi circonscrire les notions sur lesquelles on veut faire ce travail-là, nos connaissances de nos élèves, mais après ça, ça se peut aussi, puis là, c'est là où on voit aussi notre habileté avec ces connaissances grammaticales-là. Ça se peut que j'avais pas prévu susciter un conflit avec des exercices, mais il y a des élèves qui réagissent à un mot en particulier, à une phrase qu'ils ont lue, puis ça ouvre la porte à un conflit parce qu'ils se rendent compte que leur définition d'une notion qu'on n'avait pas abordée fonctionne pas avec un exercice qu'on fait. Puis là, ben, c'est à nous de voir quand même dans le feu de l'action, est-ce que je prends le temps de le résoudre parce que mes élèves sont rendus là? Est-ce que pour l'instant, j'arrête ce questionnement-là, puis je le reprends juste avec mon élève parce que lui est rendu là, peut-être pas les autres. Puis peut-être que je vais passer sous silence parce que je le sais que j'arriverai pas avec mes élèves à résoudre efficacement ce conflit-là avec les notions puis les outils qu'ils ont en ce moment. Fait qu'il y a aussi une part d'improvisation, fait qu'il faut une bonne maîtrise aussi des contenus. Oui, improviser, c'est pas si simple que ça. Et si toi, t'as enseigné au secondaire. J'ai enseigné un peu au secondaire, oui. Est-ce que tu as utilisé le conflit cognitif comme outil, comme méthode d'enseignement? Oui, souvent, moins en controverse à l'époque, beaucoup en dictée d'apprentissage où je le savais que si dans une première phrase, les élèves, parce que je les entends verbaliser, les élèves, ils me disaient un élément de justification que je savais qu'il pouvait poser problème. Ils me justifiaient une virgule en début de phrase, puis ils disaient, ben, tout ce qui est en début de phrase qui n'est pas le sujet, je mets une virgule. Puis là, tu fais, OK, je garde ça en mémoire. Puis il me disait que c'était tout le temps un complément de phrase. Puis là, ben, on va aller mettre la semaine d'après, je remettais une phrase qui respectait pas ce qu'il m'avait dit pour aller être capable de faire « Ah, mais attends, donc, il va falloir qu'on aille préciser parce que dans cette phrase-là, vous n'arriviez pas à la résoudre. » Fait qu'on crée des conflits comme ça. Puis parce que j'avais accès rapidement à leur verbalisation, je les faisais beaucoup parler, ça me permettait de me prendre des petites notes sur quelles notions je pouvais revenir parce que je savais que j'allais susciter des conflits ponctuels sur des notions qui m'étaient nécessaires. OK, d'accord. Et moi, si je décide là demain de m'investir pour utiliser cette méthode d'enseignement pour créer ce conflit-là, est-ce qu'il y a des outils sur lesquels je peux m'appuyer, du matériel ou... Bon, là, c'est le chercheur qui va parler. Il y a de la recherche qui peut quand même nous aider à savoir ben, c'est quoi souvent les représentations que les élèves ont. Des fois, ça peut être intéressant d'aller voir aussi les erreurs fréquentes qu'ils font dans leurs écrits parce que ça peut quand même expliquer, dans une certaine mesure, des difficultés qu'ils peuvent avoir. Des bonnes grammaires. Parce que aussi être capable de se rendre compte, est-ce que je vais jusque-là? Puis c'est parfois en ouvrant des grammaires, peut-être plus des grammaires linguistiques, qu'on se rend compte que, ben finalement, ce que je pensais simple, l'est peut-être pas tant que ça. Puis ça peut aussi expliquer pourquoi mes élèves ont encore de la difficulté avec ces notions-là. Fait qu'au moins une bonne grammaire, pas loin toujours pour être capable de créer les phrases qu'on veut se donner, les exercices. Puis ça peut des fois aussi nous donner ces exemples-là, surtout au deuxième cycle du secondaire. Les exemples un peu plus crunchy qu'on a de besoin puis qu'on n'a peut-être pas toujours facilement en mémoire, ben on peut aller chercher dans des ouvrages, des cas de figure un peu plus pointus. Puis dans ce cas-là, on a souvent l'explication qui va avec.
ce qui peut nous aider à donner l'explication si on se sent un peu moins à l'aise. OK. Puis si je veux éveiller davantage la curiosité de mes élèves, je peux me servir de leurs phrases dans leurs textes, puis les illustrer au tableau. Oui, puis après ça, on va réfléchir parce que probablement qu'ils produisent des choses beaucoup plus complexes que leur compréhension. Que leur compréhension. Fait que parfois, on peut en prendre un cas puis faire, ben regardez, ce cas-là qui vient de vos textes, finalement, ça serait quoi la classe de mots? Ça serait quoi la fonction de ce groupe-là? Vous l'avez produit, puis on va réfléchir ensemble à ce sujet-là. Et pour terminer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un enseignant qui veut se lancer? Je commencerai par réfléchir à c'est quoi les contenus que je dois enseigner, puis quand on finit par avoir un peu de bagage ou un peu d'expérience, c'est quoi les erreurs fréquentes ou c'est quoi les éléments sur lesquels j'ai l'impression que je reprends souvent mes élèves. Puis au lieu de me dire à chaque fois, je suis tanné de le reprendre là-dessus, ben on va aller créer un conflit. Cette année, je travaille, ben là c'est avec mes étudiantes à l'université, je travaille la manipulation syntaxique de l'effacement. Okay. Qu'est-ce que je peux ou pas effacer dans une phrase? Puis j'étais un peu tanné qu'il me disait qu'il pouvait tout le temps effacer l'adjectif alors que c'est pas vrai. On n'efface pas des classes de mots, on efface des compléments facultatifs. Puis là, ben, au bout d'une année, à tout le temps dire non, on n'efface pas, non, on n'efface pas, mais juste dire ça, les étudiantes font ben, moi, ça fonctionne, pourquoi j'arrêterais? Ben, j'ai pris ça, puis là, ben, j'ai réfléchi à comment je peux susciter un conflit au lieu que ça soit moi qui leur dise non, ça s'efface pas. Ben, je vais les mettre devant des cas de figure en disant ben, est-ce que ça s'efface ou ça s'efface pas? Pourquoi? On va réfléchir, puis ils vont arriver eux-mêmes, on va aller créer ce déséquilibre-là. Le choc. Le choc va... Entre mes connaissances et le réel. Parce que là, c'est sûr que je vais aller faire plein d'adjectifs qui ne s'effacent pas. Bien et là, ils vont faire Ah, et là, ça va être leur représentation. Après ça, moi, j'ai la solution pour être capable de faire un enseignement. Je sais qu'est-ce que je peux faire par la suite, mais là, on va aller mettre la table comme ça. Donc, des fois, c'est à réfléchir qu'est-ce qui revient régulièrement, puis que j'ai beau répéter, ou je dis, genre, je suis pas un perroquet, je suis tanné de répéter, ben peut-être qu'il faut en amont préparer le terrain d'une façon différente, puis faire susciter un conflit, ça permet ça. Ben mon Dieu, quelle belle rencontre. Merci Antoine pour ces informations, ma foi, nécessaires. Alors, on va se retrouver bientôt dans une nouvelle capsule, toujours sur la didactique de la grammaire. Et la prochaine capsule traitera de manière plus spécifique sur la combinaison de phrases. Alors, merci encore d'avoir écouté et rendez-vous sur la chaîne YouTube avec Prof Boyer pour revisionner cette capsule ou en consulter d'autres fort intéressantes. Et vous y trouverez aussi des fiches supplémentaires vous aurez les liens pour accéder à ces fiches-là. Merci beaucoup.